Nous allons voir désormais les toxicités liées à chacune des familles biochimiques. En fait, nous avons deux familles biochimiques qui nous posent vraiment souci, entre guillemets, dans l'aroma. C'est la famille biochimique des cétones en haut à gauche et la famille des phénols en bas à gauche. Donc on commence l'étude du coup par ces deux familles et la plus toxique étant la famille des cétones. Donc la famille des cétones, c'est une famille biochimique qui va induire des risques neurologiques, donc on dit neurotoxiques, et aussi abortifs pour avortement, donc qui vont être contre-indiqués chez la femme enceinte, la femme allaitante, et évidemment chez le nourrisson. Donc nourrisson, c'est jusqu'à 3 ans. La notion de neurotoxicité, en fait, est liée à une qualité thérapeutique des cétones qui est celle d'être lipolytique. Lipo de lipides, ça lise tout ce qui est de nature lipidique. Donc on va en avoir un intérêt thérapeutique pour tout ce qui est de nature lipidique. Je pense à tout ce qui est purulent ou les mucosités bronchiques, digestives. Voilà, donc dès que c'est de nature lipidique, on va avoir besoin des cétones. Vraiment, elles sont très très utilisées pour fluidifier en fait les mucosités, pour fluidifier un abcès surinfecté, une notion de kyste infectieux où il y a du pus, voilà, ça va permettre de fluidifier en fait toute la notion en fait de matière, d'accord, de lipidique, de colle en fait. Donc c'est tout à fait intéressant thérapeutiquement, mais la contrepartie, c'est que du coup, ce sont des huiles essentielles qui vont avoir un tropisme particulier pour tout ce qui est riche en gras. Et évidemment, c'est le cerveau qui est de nature lipidique principalement. Donc, on va avoir un passage de la barrière méningée en fait par les cétones et un risque de liser les gaines de myéline, donc qui sont ces gaines qui entourent en fait la trame nerveuse, les neurones. Voilà, un risque d'atteinte de cette gaine. Alors, là encore, attention, on garde des distances. La notion en fait de risque cétonique va dépendre du type d'huile essentielle, du type moléculaire de cétone, parce que en fait, on a dans la grande famille des cétones, il y a des molécules cétoniques qui sont plus toxiques que d'autres, et vraiment celles qui sont à risque. Voilà, n'ayez crainte, de toute façon, elles ne sont pas en libre service, voire même sur prescription, donc sur ordonnance uniquement. Donc ça va être le cas. Là, dans la diapositive, je vous les ai classés de la plus toxique à, entre guillemets, la moins toxique. Donc les trois plus toxiques qui, à mon sens, sont à bannir totalement de notre pratique, c'est le Thuya occidentalis, la sauge officinale et l'Hysope officinale. Alors sur la sauge et l'hysope, on fera bien attention parce que il y a deux espèces de sauge, la sauge officinale et la sauge sclarée. Donc la sauge sclarée ne pose pas de souci, elle est en libre service, et la sauge officinale n'est vendue qu'en pharmacie, mais pour autant devant le comptoir. Donc vous faites bien attention. Et pour moi, à mon sens, en fait, je ne sais même pas pourquoi en fait on la pratique encore. Elle a trop de risques neurotoxiques pour dire d'en avoir un intérêt thérapeutique. Là, pour moi, c'est vraiment la balance bénéfice-risque. Et pour moi, elle serait totalement à retirer en fait de l'usage. On a bien d'autres huiles essentielles très anti-infectieuses et on n'a voilà, pas besoin, à mon sens, de prendre un tel risque. Donc je vous invite, en fait, là, ces trois premières, à les barrer de votre usage. Donc de même pour l'hysope officinale, il y a deux espèces, l'hysope officinale et l'hysope couché, donc décumbens. Et la décumbens va être en libre service et peut être pratiquée voilà, sans aucun risque. Elle est même très utilisée dans les affections ORL, les bronchiolites du nourrisson. Donc voilà, aucun souci avec l'emploi de l'hysope couché, mais c'est l'hysope officinale qui va être cétonique et donc formellement contre-indiquée. Pour le tuyage, je vous rappelle le cours Aroma 1 sur les problématiques d'identification botanique. Enfin là, c'est pas l'identification, c'est la dénomination latine plus précisément. Donc Thuya occidentalis, donc le Thuya, et on fait bien attention, on regarde bien le nom latin, puisque donc il y avait eu cet accident mortel au Canada, mais il y a fort longtemps.
où là-bas en fait l'huile essentielle de cèdre, enfin qu'on appelle le cèdre, est en fait un thuya, donc bien faire attention au nom latin pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et thuya occidentalis, c'est uniquement sur ordonnance, principalement pour des prescriptions de verrues, et là encore, je dirais, on a tellement d'autres huiles essentielles pour les verrues que de prendre un tel risque d'utiliser du thuya occidentalis. Bon, voilà, je pense que vous m'aurez comprise. En deuxième ligne, on a la lavande stockade, ou lavande papillon, synonyme, l'huile essentielle de camphrier, le romarin à camphre et la menthe pouliot. Là, ces 4 huiles essentielles sont quand même avec des cétones qui sont relativement à risque. Et à mon sens, c'est pas des premières indications. Si vous voulez utiliser ces huiles essentielles, c'est possible, mais ça sera après mûre réflexion, je dirais, donc d'avoir vraiment vérifié que vous en avez besoin et que vous n'avez pas d'autres possibilités d'huile essentielle pour atteindre un même objectif d'indication. À partir de la 3e ligne, Eucalyptus polybractea à Krypton, c'est l'Eucalyptus polybracté qu'on utilise beaucoup dans des indications de condylome, de papillomavirus. L'Eucalyptus dives, qu'on appelle aussi Eucalyptus mentholé, et puis la menthe poivrée. Donc là, elles sont déjà beaucoup plus praticables pour voilà, des usages précis, mais vous voyez qu'on a quand même la menthe poivrée à ce niveau-là, donc, alors qu'elle fait partie du top 5 des huiles essentielles les plus utilisées, les plus vendues, les plus achetées. Ça fait partie quand même des huiles essentielles cétoniques vraiment à précaution d'emploi. Donc pour moi, de revenir un peu en tempérance de l'usage de cette menthe poivrée. Et puis par contre, lavande aspic, romarin verbenone, c'est pour moi les 2 huiles essentielles cétoniques à utiliser quand vous avez besoin d'un geste cétonique. Voilà, vous avez des mucosités bronchiques, digestives, voilà, donc une toux grasse, une bronchite, vous vous orienterez sur lavande aspic et romarin verbenone. Là, sans trop rentrer dans le détail, on le reverra dans le module expert ORL, mais le romarin verbenone est plus concentré en cétone et sera plus efficace que la lavande aspic. Donc en gros, lavande aspic plutôt pour les toux mixtes et le romarin verbenone vraiment pour les toux grasses. Voilà. Et puis, en tout dernier, je vous ai indiqué donc l'immortel et l'huile essentielle de cyste. Ici, pour vous dire que voilà, il y a certaines huiles essentielles, comme l'immortel, qui contient de l'italdione, donc une cétone, mais qui vraiment est exempte de toute toxicité et qu'on peut utiliser même chez le nourrisson, en dilution évidemment sur l'usage cutané, en cas de bleu et autres. Mais voilà, c'est encore ramener du relief par rapport aux notions de toxicité, c'est qu'on peut avoir quelques huiles essentielles cétoniques et qui pour autant ne présentent pas de soucis. D'autre part, au-delà du type moléculaire de la cétone, il y a aussi la notion de concentration de la cétone dans l'huile essentielle. Quand on a une cétone qui est en présence en dessous de 10%, on considère que ça lève les risques toxiques. Voilà. Voilà pour ces cétones. Donc, vous rappelez donc les contre-indications pour les huiles essentielles riches en cétones qui sont à connaître et obligatoires à chaque fois qu'on veut utiliser dans une formule ou donc acheter ces huiles essentielles. Donc elles sont formellement contre-indiquées chez les personnes épileptiques, chez les nourrissons et les femmes enceintes et allaitantes. On reverra la notion de posologie dans Aroma 3 sur les voies d'administration et poso, mais c'est vous introduire tout de suite ici. Mais voilà, vous reverrez avec l'Aroma 3, voilà, qu'il n'y ait pas comment dire, de chemin un peu trop rapide pris là sur les posologies, attention. Donc, globalement, pour la voie orale, on va pouvoir ingérer chez un adulte jusqu'à 12 gouttes par jour d'huile essentielle. Donc, on reprendra ça dans Aroma 3. Pour autant, les cétones avec justement ce risque neurotoxique, on ne dépassera pas les 6 gouttes par jour par voie orale pour un adulte qui est évidemment en dehors de ces populations épileptiques, femmes enceintes et allaitantes. Redire aussi que ce risque toxique des cétones est vraiment principalement lié à la voie d'administration voie orale et voie cutanée. Pour la voie olfactive, c'est très relatif et va encore dépendre du contexte et du temps d'usage. Si une femme enceinte pour ses nausées, donc pour les nausées, on a 3 huiles essentielles principales, le gingembre,
c'est vraiment la prioritaire à conseiller et éventuellement le basilic et l'amande poivrée. L'amande poivrée peut être utilisée chez la femme enceinte, mais uniquement en inhalation sur un mouchoir, sur une respiration de quelques minutes et puis elle va le faire quoi 2 fois par jour sur, 2-3 jours, pas de manière continue et pas sur, tout un trimestre ou toute une grossesse. Ça serait de manière tout à fait ponctuelle et voilà, couplée à d'autres prises en charge. Mais voilà, il n'y a pas de danger à respirer un peu de menthe poivrée, sur un mouchoir, voilà. Donc là encore, c'est remettre en relief votre cadre de pratique et de pouvoir nommer une toxicité que dans un cadre de réalité, voie d'administration, quantité et temps. On continue avec la famille des phénols, donc tout en bas à gauche. Les phénols, donc c'est la deuxième grande famille biochimique qui attire notre attention dans une monographie, car les phénols vont être dermocaustiques et hépatotoxiques. Donc là encore, attention, c'est du vocabulaire technique. Donc quand on marque hépatotoxique, souvent ça fait un peu peur, hein, comme neurotoxique. Donc voilà, c'est vraiment une sémantique, attention. Alors donc toutes les huiles essentielles riches en phénol, là je vous avais sur la diapo une liste de 7 huiles essentielles, j'ai envie de dire qui sont en effet à lister en rouge et à apprendre par cœur. On ne les oublie pas celles-ci. Donc origan, ajowan, les cannelles, cannelle, rameaux feuillés et écorce. En fait, l'écorce est dans la famille aromatique des aldéhydes aromatiques, donc tout en bas à gauche aussi. La famille des aldéhydes aromatiques est totalement associée à l'étude de la famille des phénols. On a en fait les mêmes indications et la toxicité commune de la dermocausticité. Hein, donc dermocausticité, ça veut dire que c'est caustique pour la peau et les muqueuses. Donc j'en étais à ma liste, origan, ajowan, les cannelles, cannelle écorce, cannelle rameau feuillé, la sarriette, le thym à chémotype thymol. Je vous rappelle qu'il y a d'autres chémotypes, linalol, géraniol, tujanol, mais qui font partie de la famille des alcools, donc qui n'ont pas de dermocausticité. Donc c'est uniquement pour le thym à chémotype thymol qu'on va appeler aussi le thym rouge. Et enfin, girofle. Donc cette liste est non exhaustive, mais c'est vraiment les 7 principales que vous allez retrouver voilà, le plus communément et que voilà, celles-ci, vous devez vraiment les connaître par cœur. Ça n'empêchera pas, évidemment, il y a d'autres huiles essentielles qui contiennent des phénols et là, vous passerez par les monographies pour en déchiffrer la biochimie. Voilà. Mais donc ces 7-là, c'est en rouge pour ne jamais oublier que vous devez les ingérer avec une huile alimentaire, donc généralement de l'huile d'olive ou autre. Donc ça, on le reverra en aroma 3 sur les modes, sur les supports d'ingestion et d'application. Mais voilà, déjà tout de suite dans ce chapitre sur les toxicités, les phénols ne pourront pas être ingérés sur du miel, un morceau de sucre, la confiture, ce que vous voulez, peu importe, car donc vraiment ça brûle les muqueuses et le seul moyen de protéger les voies digestives d'un potentiel de brûlure, c'est un corps gras. Et là, très souvent, j'ai des personnes qui disent « Mais non, mais j'en ai pris, moi, une fois, c'est bon, ça passe, c'est un peu fort. » Oui, une fois, sur du miel, si vous voulez, pourquoi pas. Mais répéter 3-4 fois par jour sur une semaine, comme on va l'utiliser pour les phénols, vous allez vous brûler les voies digestives. Et là encore, j'ai déjà eu des clients qui revenaient au bout de quelques jours en me disant « Bon, écoutez, je fais mieux, j'ai plus de fièvre, etc. Mais alors, qu'est-ce que j'ai mal à la gorge ?» Et en fait, qui juste s'était irrité, en fait, les voies digestives hautes. Donc, toutes les huiles très riches en phénol, c'est toujours appliqué c'est à ingérer avec une huile alimentaire. Et au niveau cutané, de fait, on va devoir aussi tout de suite utiliser de l'huile végétale. Et alors c'est sur la diapo suivante, avec un maximum de 20% d'huile essentielle phénolée dans de l'huile végétale. On ne monte pas au-delà, sinon vous risquez de vous brûler. Donc, est-ce que ce sont des huiles essentielles d'usage cutané? Évidemment non, du fait de cette toxicité. Si c'est dermocaustique, ce ne sont pas des huiles de la peau, donc ça va plutôt être des huiles essentielles de la voie orale. On le reverra là dans les indications, c'est des grandes anti-infectieuses. Donc en gros, c'est un peu notre traitement à allopathie verte quand il y a des grosses surinfections, de la fièvre, voilà, on reprendra ça. Mais pas du tout en fait d'usage cutané, si ce n'est quand on cherche à brûler la peau. En l'occurrence pour les verrues, ça peut être le cas où on peut avoir besoin justement d'un côté kératolytique et de brûler la peau.
Donc c'est ce que vous allez trouver dans les formules verrues, où souvent on a un origan ou une sarriette qui a apposé sur la tête de la verrue, pas sur la peau saine, on fait attention parce que ça va brûler la peau sinon, donc sur la tête de la verrue qui va permettre justement de brûler la peau, et puis en l'occurrence dans les autres indications en fait des phénols, vous aurez des actions antivirales, donc c'est parfait en fait pour une indication de verrue. Voilà, donc pas de phénol sur la peau, sauf si on cherche éventuellement un côté kératolytique. Et puis bon, parfois on va quand même pouvoir en trouver en toute petite quantité dans des formules quand on a besoin de booster le côté anti-infectieux, mais à ce moment-là, il faudra vraiment rester très 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 minoritaire pour pas entraîner d'irritation cutanée. Au niveau hépatique, donc on dit qu'il y a un risque hépatotoxique, mais qui reste relativement mesuré, dans le sens où on va voir un risque pour le foie dans le cadre d'un usage prolongé, donc plus de 6 mois, à faible dose 100 mg par jour, donc c'est à peu près 3 gouttes par jour, ou alors une durée courte, 21 jours, mais à forte dose, 500 mg à 1 g par jour, donc c'est jusqu'à 30 gouttes par jour. Autant vous dire que ce n'est pas notre cadre de pratique. Mais au moins, voilà, ça donne en fait des limites, soit 6 mois à 3 gouttes par jour, soit 21 jours avec 30 gouttes par jour. Le cas d'usage qu'on reverra dans Aroma 3, c'est la grande moyenne, c'est une semaine à, allez, 8, 10, maximum 12 gouttes par jour. Donc, dans de bonnes pratiques d'usage, vous n'avez aucune raison en fait d'avoir du coup des risques hépatiques. Et tant est que vous soyez une personne avec une certaine fragilité hépatique, il conviendra en fait d'utiliser des plantes dites hépatoprotectrices. Alors, soit on reste en aroma et quand on ingère de l'origan, de la cannelle, de la sarriette, on va associer une essence de citron ou une huile essentielle de carotte. C'est les deux plus communément utilisés pour avoir un côté protecteur hépatique. On peut aussi passer par la phytothérapie en utilisant le desmodium ou le chardon-marie pour cette notion de protection hépatique. Donc là, chacun doit bien se connaître et savoir s'il est sensible à ce niveau ou non. Dans la pratique, on utilisera généralement pour l'ingestion de 2 gouttes d'origan, de sarriette ou autre, bref, une huile essentielle phénolée. On associera une goutte de citron ou de carotte, donc avec un peu d'huile d'olive par exemple. Voilà, donc ça c'est par prise. Et puis vous le reverrez en aroma 3 avec les posologies, généralement 3, 4 fois, 5 fois par jour. Voilà, et ça je vous laisserai voir plus tard. Donc les précautions d'emploi pour ces phénols. Pas d'usage de phénol évidemment chez le nourrisson. Chez l'enfant, a priori à partir de 7 ans, on pourrait commencer à les utiliser, mais de manière très réaliste vu la force de ces huiles essentielles, on attend généralement 12 ans minimum pour commencer à les employer. Et puis bien sûr, pas d'usage chez la femme enceinte et allaitante. Et à cet endroit, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il existe les hydrolats, de cannelle par exemple ou de sarriette qui vont beaucoup mieux répondre du coup à un besoin de phénol chez les enfants et enfin voilà chez l'enfant de 3 ans à 15 ans. Voilà, donc on va passer au troisième type de toxicité. Enfin, on a quand même là vraiment vu les deux familles les plus importantes. Là, on va aborder la notion des huiles essentielles dites potentiellement irritantes. Donc ça va concerner 3 familles biochimiques. Les éthers, que vous voyez tout en bas du référentiel, donc les éthers, il est marqué en rouge dilués à 50%. Les terpènes en bas à droite, dilués à 50%, et les aldéhydes terpéniques tout en haut à gauche, dilués à 50%. Voilà, quand vous avez cette indication, c'est pour donc ces huiles essentielles qui sont potentiellement irritantes. Ça va finalement nous définir 3 grandes catégories d'huiles essentielles. Les huiles essentielles qui sont dermocaustiques, ce sont celles qui vont contenir des phénols et des aldéhydes aromatiques.
Les familles, les huiles essentielles qui sont potentiellement irritantes, donc qui sont en fait intermédiaires. Potentiellement irritantes, ça voudra dire que soit vous-même vous avez une peau très sensible, très réactive, soit c'est au fur et à mesure des jours, l'huile essentielle au départ ne sera pas forcément très irritante, mais à force d'application, elle va entraîner une sensibilité et une irritabilité cutanée. Donc, dermocaustique, potentiellement irritante, et toutes les autres huiles essentielles qui ont des familles biochimiques en dehors, donc aldéhyde aromatique, phénol, éther, terpène, aldéhyde terpénique, sont dites douces. Et à partir du moment où une huile essentielle sera douce, si c'est pour une application très locale au niveau de la peau, type les poignets, le plexus, les tempes, on ne sera pas obligé de mettre une huile végétale en base. Donc ça, on le reverra dans l'aroma 3. Voilà. Donc pour les huiles essentielles douces, une application très localisée d'un centimètre carré, pas besoin d'une huile végétale. Par contre, dès qu'on a des huiles essentielles potentiellement irritantes, on mettra une base d'huile végétale, on dit diluée à 50%, donc moitié d'huile végétale, moitié d'huile essentielle, pour éviter des réactivités de peau. Donc dans les huiles essentielles un peu référentes de ces trois familles biochimiques, vous avez dans les éthers le basilic, l'estragon. Pour les terpènes, les pins, sapins, épinettes, genévrier. Aldéhyde terpénique, citronnelle, l'eucalyptus citronné, la lycée, le lemongrass. Donc c'est ces trois familles bioches principales. Et puis vous citez quand même deux huiles essentielles qui ne font pas vraiment partie de la famille des phénols parce qu'elles en contiennent très très peu, mais voilà, juste une pointe de phénol, c'est le laurier-noble qui a en moyenne à peu près 7-8% de phénol, donc c'est peu, mais ça peut créer du coup une petite irritabilité au niveau de la peau à force d'usage, et le thym à feuilles de sarriette qui contient à peu près 15% de phénol qui du coup voilà, va avoir aussi cette action cutanée un peu irritante. Pour vous donner un parallèle, les huiles essentielles dites vraiment phénolées, hein, origan, sarriette, etc., ont plutôt aux alentours de 70% de phénol. Voilà, ça vous donne un étalonnage. Alors, on continue nos toxicités avec l'étude de la famille biochimique des coumarines, donc qui se trouve à gauche au centre du référentiel électrique. Donc, les coumarines, c'est une famille biochimique pas forcément en quantité très importante dans les huiles essentielles, mais même avec peu de pourcentage, à partir du moment où elles sont présentes, elles vont entraîner un risque de photosensibilisation, donc de rush suite à une exposition solaire. Donc là, ça fait partie des grandes précautions d'emploi qui sont vulgarisées pour le consommateur. Attention, les huiles essentielles sont toutes photosensibilisantes. En fait, il y en a quand même relativement peu, il y en a une dizaine, mais c'est tout quoi. Donc que les huiles essentielles qui contiennent des coumarines, ce sont uniquement celles-ci. Donc on a surtout les zestes d'agrumes, tous les péricarpes, donc orange, mandarine, citron, pamplemousse, enfin voilà, tous les zestes. Et aussi quelques huiles essentielles un peu particulières comme la livèche, le céleri, l'angélique et kéla. Il peut y en avoir d'autres, ça c'est dans les lectures de monographie, mais c'est vraiment là les principales. Et alors kéla, de toute façon, il n'y a quasiment pas de risque parce qu'elle ne s'utilise pas vraiment sur la peau. C'est surtout donc les zestes d'agrumes, où vous pouvez avoir des huiles corporelles, des huiles détentes avec des zestes d'agrumes. Donc là, la voie d'administration concernée est la voie cutanée, pas du tout la voie orale ni la voie olfactive, évidemment. Et par rapport à cette application cutanée, il s'agira en fait d'attendre 6 heures entre l'application cutanée et l'exposition solaire. Éventuellement, si vous êtes dans une zone UV à risque, j'ai envie de dire, pleine mer, pleine montagne, vous attendrez 12 heures, mais j'ai presque envie de dire, voilà, est-ce que vraiment vous allez avoir un massage aux huiles essentielles en pleine montagne? Je suis pas sûre, et avec une peau découverte en plus au soleil. Bon, voilà, toujours une notion de contexte. Donc, en tout cas, voilà, si vous avez une huile corporelle avec des zestes d'agrumes, vous attendez 6 heures. Donc, ça peut être appliqué le soir et vous vous exposez le jour, ça ne pose pas de souci.
Livèche et céleri, éventuellement, vous pouvez avoir quelques indications de dermatologie parce qu'elles sont utilisées pour les taches brunes. Elles sont dépigmentantes. Donc, quand vous faites un sérum taches brunes, vous pensez bien à l'appliquer le soir et pas le matin. Voilà, on continue avec, alors je reviens juste hop pour vous les situer, les terpènes. Donc, tout en bas à droite du référentiel, les terpènes. C'est la grande famille donc des pins, des sapins, épinettes, mais aussi contenue dans les zestes d'agrumes. Mais là, ça va surtout concerner toute la famille des pins, sapins, épinettes et genévriers. Donc là, le risque toxique est vraiment relatif. Alors, il y a le côté potentiellement irritant, mais donc qu'on a déjà vu. Mais là, c'était plus parler du côté néphrotoxique. Donc le terme est un petit peu quand même excessif ici. Il s'agirait plutôt en fait d'une notion d'irritation et d'inflammation en fait locale quand vous utilisez ces huiles essentielles sur du long terme, c'est-à-dire au-delà de 3 semaines. Et je rappelle quand même que c'est pas du tout le cadre de pratique des huiles essentielles d'être utilisées sur des traitements de fond. Donc généralement c'est du 1 semaine, 21 jours, c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour ces huiles essentielles, en tout cas, une attention particulière si on a quelqu'un qui a une insuffisance rénale ou autre maladie rénale, a-t-on vraiment besoin d'utiliser ces huiles essentielles? Après, le risque est vraiment relatif et serait donc dans un cadre-temps un peu prolongé. Voilà, alors ici on est plutôt sur des précautions d'emploi avec les oxydes, donc sur le référentiel, donc on est en plein centre du référentiel. Les oxydes, c'est la famille biochimique de l'Eucalyptus radiata, du Ravinza. Eh bien on va avoir une contre-indication, en tout cas une précaution d'emploi chez les asthmatiques. Donc en effet, cette famille biochimique a différentes indications qu'on va voir juste après dans le chapitre 4. Donc des indications qui sont très comment dire, mécaniques au niveau des mucosités, elles vont être expectorantes, donc elles vont faire cracher. Voilà, elles vont entraîner vraiment une maturité, ça va stimuler hein, la production de mucosité. Donc chez la personne asthmatique traitée, hein, on aura de fait une précaution d'emploi, voire même une contre-indication totale pour les personnes qui ne sont pas formées, qui n'ont pas l'habitude de pratiquer l'aroma. Voilà, c'est vraiment à réserver, il faut que vous soyez très sûr de vous pour l'utiliser chez les asthmatiques en fait. Il s'avère qu'on aura 2 huiles essentielles en fait qui vont nous servir de joker, je dirais, dans cette famille des oxines. Ça sera l'hysope couché principalement, hein. C'est celle qu'on utilisera le plus chez l'asthmatique, chez les nourrissons aussi. Et puis une autre huile essentielle un peu moins connue parce qu'elle fait partie des huiles dites malgaches en fait du laboratoire Astéral. C'est l'hélicris femelle qui va pouvoir être utilisée aussi sans entraîner en fait d'expectoration trop importante. Parce qu'en effet, si on a beaucoup de mucosité chez l'asthmatique, hein, ça va obstruer les voies respiratoires hautes et donc risquer de déclencher une crise d'asthme. Voilà, j'en profite aussi pour redire ici que donc, cette famille biochimique est expectorante. Donc si vous avez une toux prolongée avec mucosité que vous n'arrivez pas à vous en défaire, regardez si dans vos mélanges, formulations ou produits que vous utilisez avec des huiles essentielles, il n'y aurait pas du Ravinzara et de l'Eucalyptus radiata. Généralement, il s'agit uniquement de ça. Et à partir du moment où vous les arrêtez, ça permet de calmer en fait les expectorations. Voilà, et on va terminer avec les sesquiterpénols. Donc les sesquiterpénols, hop, je vous les resitue sur le référentiel électrique. Donc on est plutôt dans le cadran en bas à gauche. Et donc les sesquiterpénols, donc des alcools sesquiterpéniques. Donc c'est la grande famille des huiles essentielles circulatoires, patchouli, cèdre, saugeuse clarée. Voilà un petit peu tout. Enfin, qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Le cyprès, oui. Les sesquiterpénols vont avoir une précaution d'emploi parce qu'elles sont dites
œstrogène-like. Donc il y a une configuration en fait spatiale des molécules aromatiques sesquiterpénol qui sont très proches en fait de l'œstrogène. Et donc par précaution d'emploi, par manque, je dirais là vraiment d'études cliniques, on va éviter chez tout antécédent en fait hormonal. Alors évidemment c'est du coup contre-indiqué chez la femme enceinte, allaitante et chez le nourrisson, mais pour quelqu'un qui a eu un antécédent, hein, on ne dit pas dans la famille il y a des cancers, non. Quelqu'un qui a déjà été traité pour un cancer hormonodépendant, et je précise œstrogène dépendant, donc utérus, endométriose, fibrome utérin, mastose, et voilà, tout ce qui serait à imprégnation œstrogénique, on va éviter un usage de ces huiles essentielles, et là encore c'est surtout un usage comment dire, de moyen terme, par exemple, comme ce sont des grandes huiles essentielles de la circulation, l'été, quand on fait des mélanges jambes lourdes avec cyprès, cèdre, patchouli, ça sera pas possible en fait chez une femme qui a eu un antécédent de pathologie hormonale. Donc ça, c'est pas possible sur ce temps-là de faire un mélange circulatoire. Par contre, parce qu'elles ont aussi, ces huiles essentielles, des indications pour des congestions, des œdèmes très importants, et je pense notamment à des crises hémorroïdaires, éventuellement si l'huile essentielle est utilisée sur 48 heures de temps pour une action décongestionnante très très active, on pourra les utiliser parce que c'est un cadre temps très court. Voilà, très ciblé. Par rapport à ça, vous apprendrez dans le cours expert sur le circulatoire, vous avez une huile essentielle qui est le lentisque pistachier, qui est très peu dosée en fait en sesquiterpénol et beaucoup plus en sesquiterpène, qui a une grande action décongestionnante du coup locale. Dans les hémorroïdes, c'est vraiment celle qu'on va le plus utiliser et qui évitera d'avoir trop de sesquiterpénol en fait dans la formule. Et là encore, c'est une notion de cadre-temps. Voilà, on termine ce chapitre des toxicités avec un petit tableau inversé, donc encore une autre manière de retenir et de classer ces notions de toxicité. Donc là, c'est plutôt une catégorisation par rapport aux utilisateurs, et ce qu'il ne faut pas oublier. Donc chez les enfants, alors on va considérer les nourrissons et les enfants, c'est rappeler une interdiction d'usage de l'huile essentielle de menthe poivrée avant 3 ans, interdiction d'administrer des huiles essentielles par voie orale avant 3 ans, toujours diluer les huiles essentielles pour la voie cutanée, quel que soit l'âge, et en cas de doute, demandez conseil à un professionnel formé. Là, attention, vous n'avez pas encore vu les posologies. Chez les enfants, il y a vraiment des pratiques bien spécifiques en quantité et en temps pour pouvoir utiliser les huiles essentielles chez les enfants. Voilà, donc je vous laisse vous rapporter à Aroma 3. Chez les femmes enceintes et allaitantes, interdiction d'utiliser des huiles essentielles riches en cétone, interdiction d'utiliser des huiles essentielles dites utérotoniques, donc ça on les a pas forcément nommées encore. Donc les huiles essentielles utérotoniques, c'est principalement Palmarosa, donc qui est une huile essentielle plutôt riche en fait en alcool. Donc on a une contre-indication chez la femme enceinte pour le Palmarosa, qui est une huile essentielle très utilisée dans les déodorants ou dans les cosmétiques. Donc voilà, important de penser à l'arrêter. Et après, c'est l'illustration que je vous ai donnée en tout début de chapitre des toxicités. Voilà, attention, si vous l'avez utilisé de manière très diluée, en voie cutanée et sur 2-3 jours, voilà, pas de souci. Mais bon, bref, c'est pas une huile essentielle de la grossesse, ça c'est certain. À l'inverse, Palmarosa est utilisé au moment de l'accouchement pour favoriser la contractilité utérine. Donc on va l'utiliser vraiment sur les derniers jours avant terme pour augmenter cette tonicité de l'utérus, cette contractilité des fibres utérines, pour favoriser, en aucun cas ça déclenche, mais ça va vraiment favoriser en fait voilà, cette tonicité. Donc elle pourra être utilisée en voie cutanée sur toute la ceinture pelvienne, bas-ventre et bas du dos. Autre huile essentielle utérotonique, c'est l'huile essentielle de girofle, Eugenia caryophyllata, qui de même du coup peut être utilisée au moment de l'accouchement en synergie avec Palmarosa. Alors
on met plus de palmarosa que de girofle parce que girofle est une huile essentielle phénolée, donc une notion de causticité de la peau, donc on ne peut pas mettre beaucoup de girofle, mais en petite quantité associée à palmarosa, là encore, elle va aider à cette tonicité utérine. Et enfin, interdiction d'utiliser les huiles essentielles riches en sesquiterpénol chez les femmes enceintes et allaitantes. Pour les populations, donc les femmes avec des antécédents de pathologies œstrogènes dépendantes, donc on n'utilise pas d'huile essentielle riche en sesquiterpénol. Et enfin, on termine avec les asthmatiques, donc pas d'huile essentielle riche en auxine, donc pas de Ravintsara, pas d'Eucalyptus radiata chez l'asthmatique. Et vous rappelez qu'on évite les aérosols thérapies aromatiques chez les personnes allergiques et asthmatiques. Pour les épileptiques, on n'utilise pas d'huile essentielle riche en cétone. Et enfin, chez les hypertendus, on a quelques huiles essentielles donc, qui peuvent être hypertensives. Donc tout d'abord la menthe poivrée, mais aussi les terpènes, donc les pins, les sapins, les épinettes, et enfin les phénols, donc origan, cannelle, sarriette, girofle, thym et thymol. Après, c'est une notion hypertensive qui est contextuelle à l'usage de l'huile essentielle. Donc, selon en fait l'hypertension de la personne, elle peut peut-être les utiliser, mais savoir que du coup, elle risque d'avoir une petite montée de tension, elle le met en lien avec ça et elle l'arrête, en tout cas dès l'arrêt, sa tension redevient normale et tant est qu'elle a une légère poussée hypertensive, elle arrête tout de suite en fait les huiles essentielles. Voilà, là encore c'est une question de bonne pratique, de tempérance et puis de rationalité des choses, quoi. Après si la personne n'est absolument pas stable, évidemment elle ne va pas utiliser ces huiles essentielles, on garde du bon sens. Voilà, donc on va pouvoir passer au chapitre suivant, au chapitre 4, avec l'usage des indications des familles biochimiques.